priorités scientifiques ces dernières années, dont un axe qui s'appelle informatique pour la santé et l'autonomie, que j'anime. Donc c'est un axe transversal en fait où il y a des gens qui travaillent sur le réseau, sur l'image, la modélisation, etc. Donc plein de disciplines de l'informatique qui viennent concevoir des systèmes pour la santé et pour l'autonomie. Et la deuxième entité que je voulais présenter, c'est l'Institut des jeunes aveugles, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui on a créé un laboratoire commun. Donc c'est le Centre d'éducation spécialisé pour déficients visuels, IJA, de Toulouse. Voilà, c'est une fondation qui s'occupe des déficients visuels depuis la naissance, puisqu'il y a une crèche, hein, jusqu'à très vieux, puisqu'il y a de la formation continue. 120 personnels qui ont des fonctions d'accompagnement, de rééducation, d'enseignement, de formation. Voilà. Donc ensemble, on a créé un laboratoire commun qui s'appelle Cherchons pour voir. Vous pouvez aller voir le site web si ça vous intéresse dans nos activités. Donc, dans lequel on travaille sur les besoins des personnes déficientes visuelles, mais aussi les besoins des gens qui les accompagnent, des professionnels qui sont autour d'eux. On fait de la prospective, on fait de la recherche, vous verrez, à la fois fondamentale et appliquée. L'avantage, c'est qu'on travaille tous ensemble, donc on peut aussi faire des évaluations de systèmes à l'Institut des jeunes aveugles avec des véritables utilisateurs. Et puis on travaille aussi sur le transfert, c'est-à-dire qu'on cherche des entreprises qui sont prêtes à nous accompagner dans ces activités, donc de différentes façons. Il peut y avoir du mécénat, effectivement, si vous connaissez des gens autour de vous qui sont intéressés, financiers ou moyens. On fait ensemble aussi des projets collaboratifs subventionnés. Et puis on est à la recherche aussi d'entreprises qui sont susceptibles de mettre sur le marché nos technologies. J'ai mis une petite capture d'écran du site web pour vous donner envie d'aller le consulter. Voilà. Donc la déficience visuelle, c'est quoi? Alors j'ai deux chiffres, je ne sais pas pourquoi c'est celui-ci qui ressort, en plus il y a des spécialistes devant moi qui vont me corriger. C'est environ 300 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS. 15% sont considérés comme légalement aveugles. Ça veut dire que parmi ceux qui restent, il y en a qui ont une vision trop floue, c'est le petit tableau que j'ai mis là-haut, c'est une étude canadienne, ou alors ils ont une vision centrale qui ne marche plus, une vision périphérique qui ne marche plus, des troubles, etc. Et alors il y a un chiffre qui est particulièrement alarmant, c'est qu'en fait la déficience visuelle, c'est pas une déficience qui tend à disparaître, au contraire, elle augmente, parce que dans nos pays développés, en fait, on vit plus vieux, et quand on vit plus vieux, on perd la vue. Donc l'OMS prévoit que la population de déficients visuels va doubler en 25 ans. Alors c'est toujours l'étude qui a été réalisée au Canada, si on demande à nos déficients visuels quelles sont les tâches qui leur posent le plus de problèmes dans la vie quotidienne, ce qui ressort en premier, c'est faire les courses, après c'est faire les papiers comme payer les comptes, par exemple, effectuer les transactions bancaires, etc. Et si on analyse toute cette liste que je ne vais pas décrire d'activités, en fait, on se rend compte que ça a une incidence sur leur état d'être. C'est-à-dire, premièrement, ils sont presque une moitié à dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qu'ils se sentent isolés pour un tiers, ils ont des baisses de revenus, ils ne se sentent pas en sécurité. Alors, quelles sont les activités qui sont responsables de ça au sens de la classification internationale, en fait? Si on analyse un peu tout ce qu'on vient, tout ce rapport de l'Institut canadien, hein, on s'aperçoit qu'ils ont un problème pour avoir accès aux soutiens, aux services qui leur sont même conçus pour eux. Ils ont un problème d'accès à l'information, aux nouvelles technologies. Pourquoi les nouvelles technologies posent des problèmes d'accès? Les ordinateurs, c'est pas forcément très accessible, mais par exemple récemment, voilà, les nouveaux téléphones arrivent avec des écrans sans boutons, et quand il n'y a pas de boutons, c'est encore moins accessible que quand il y a des boutons pour un déficient visuel. Maintenant, on trouve des écrans tactiles sur les fours micro-ondes, sur les frigos, etc. Alors, quand il y avait des boutons qu'on pouvait tourner des molettes, c'était parfaitement accessible. Aujourd'hui qu'il y a des écrans tactiles, ça ne l'est plus du tout. Ça le redevient parce qu'on travaille dessus, mais en tout cas, ça a créé un problème d'accessibilité pour quelques années. Donc, ils ont des problèmes d'accès à l'éducation, à l'emploi, à la vie communautaire. Ils ne participent pas aux politiques publiques, ou très peu. Combien de déficients visuels à l'Assemblée aujourd'hui? Pas beaucoup. Au Sénat, peut-être un peu plus. Problème d'accès à la culture, au loisir.
Et donc, quand je décortique tout ça, en fait, enfin pas que moi, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que le principal problème, c'est un problème lié à la communication, la lecture et l'écriture. Et ça, aujourd'hui, il y a énormément d'outils. Donc, tout le monde connaît le Braille, qui était un alphabet qui était inventé, tactile, qui permet de lire. Donc, c'est pas aujourd'hui ce qui représente la plus grande accessibilité, parce que c'est que 15% des non-voyants et des déficients visuels qui lisent le Braille. Mais il y a des moteurs synthèse. Aujourd'hui, on peut faire parler son écran, c'est-à-dire on rajoute une petite application qui va lire tout ce qu'il y a à l'écran et qui permet comme ça de connaître le contenu de l'écran. Donc il y a beaucoup d'équipes dans le monde et d'entreprises aussi qui s'intéressent à ça et qui proposent des outils. Et nous, on ne travaille pas énormément là-dessus, même si dans le labo, après, je montrerai qu'il y a quand même quelques projets. Par contre, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est rétablir ce qu'on appelle les fonctions cognitives spatiales, c'est percevoir l'espace, comprendre l'espace dans lequel on se situe et agir dans cet espace. Donc voilà quelques exemples de projets qui sont menés dans le labo et je vais en illustrer quelques-uns. Donc ça c'est le projet Navigue là, dont parlait Simon et que je vais présenter vite fait au départ. Donc c'est un projet d'assistance au guidage. En fait, c'est, pour le dire vite, c'est un GPS amélioré. C'est un GPS qui va permettre de mieux répondre aux besoins des déficients visuels. On va travailler aussi un peu sur l'accessibilité de documents et je vous montrerai notamment l'accessibilité des cartes avec des projets de cartes interactives. Voilà. Et en ce moment, on travaille beaucoup aussi sur le prototypage rapide d'objets connectés. En fait, on peut aujourd'hui imprimer, et ça je ne vais pas en parler, donc je vais en dire deux mots tout de suite. Aujourd'hui, on peut imprimer beaucoup d'objets avec des imprimantes 3D. C'est relativement facile à faire, c'est pas cher. Ça permet de modéliser des choses qui sont difficiles à comprendre, à toucher, comme par exemple modéliser un bâtiment. Il faut faire une maquette et c'est très facile de faire une maquette en imprimant 3D. On peut modéliser la tour Eiffel, c'est pas facile à toucher, la tour Eiffel dans sa globalité. Voilà. Et en plus, on peut très facilement rajouter aussi des zones interactives sur ces objets. On peut aujourd'hui, avec des petites cartes, faire parler les différentes parties de l'objet, par exemple la base de la tour Eiffel, le premier étage, le second étage, etc., qui va se décrire quand on le touche. Donc ça permet de concevoir énormément d'objets qui sont très prometteurs. Donc on pourra en parler dans les questions si vous voulez. Alors, avant de commencer sur l'assistance à la navigation et puis l'assistance à la compréhension des cartes, je vais vous donner juste quelques notions de cognition spatiale. Donc, comment notre cerveau comprend l'espace. En fait, il y a un modèle qu'on utilise beaucoup, sur lequel on se repose, qui a été proposé dans les années 80, qui dit que quand on parcourt un nouvel espace, alors que ce soit sur une carte, c'est vrai pour les deux, que ce soit sur une carte ou dans un espace réel, donc on va parler d'espace réel. Quand on parcourt cet espace, on mémorise des points de repère. Donc là, quand je suis arrivé, j'ai mémorisé le métro. Ensuite, j'ai mémorisé l'entrée du bâtiment ici, avec le numéro 37, etc. Après, j'ai mémorisé que je passais une grande porte, ici, cette porte ici. Ça me permet d'avoir une espèce comme ça de canevas de plusieurs points que j'ai jugé, que mon cerveau a jugé comme étant importants pour comprendre cet espace. Et au fur et à mesure que je parcours cet espace, en fait, je vais créer des itinéraires entre ces points. Je vais les relier entre eux. Et je vais emmagasiner dans ma tête une procédure d'action, en fait. Donc, en sortant du métro, je sais que j'ai tourné à droite, j'ai marché tout droit à un certain temps. Je suis arrivé à mon second repère, l'entrée de l'université, de la fac. Voilà, j'ai repéré cette porte. J'ai marché tout droit encore un petit peu, etc. Donc ça, c'est une façon de mémoriser l'espace dans sa tête. Et il y a une autre façon de mémoriser l'espace qui émerge au fur et à mesure du parcours. En fait, c'est des configurations qu'on appelle allocentrées. C'est quelque chose qui ressemble plus à une carte, en fait, qui est indépendante de ces procédures dont je vous parlais. C'est-à-dire que là, je suis en train de mémoriser dans ma tête une espèce de petite carte de cet endroit de Toulouse que j'ai parcouru tout à l'heure. Plus je vais m'y déplacer, plus elle va être précise. Et pourquoi c'est différent? Parce que d'abord, je ne suis pas obligé de me projeter dedans pour la comprendre. Voilà. C'est comme si j'avais une vue d'oiseau de cette carte. Alors en fait, il faut comprendre qu'elle est très fausse, cette carte. Là, j'ai fait une capture d'écran type Google, mais ce que j'ai dans la tête, c'est très déformé par rapport à ça, mais c'est quand même fonctionnel. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que, en fait, cette carte, elle permet de faire ce qu'on appelle des inférences. C'est-à-dire que si je connais un itinéraire pour aller de l'entrée du métro jusqu'ici, à l'entrée du bâtiment, mais qu'il y a des travaux, et que je connais que ça, et bien, je ne pourrais pas atteindre l'entrée du bâtiment. Par contre, si j'ai une carte mentale de type configuration dans la tête,
en fait, je vais commencer à faire des inférences, à me dire, mais si je contourne le bâtiment, parce que je sais que je peux rejoindre là-bas, etc., je vais peut-être pouvoir quand même atteindre l'entrée de la fac de cette façon. Et puis je peux faire aussi des calculs type à vol d'oiseau, c'est peut-être moins loin si je passe par en bas que si je passe par en haut, etc. Enfin voilà, je vais pouvoir commencer à faire plein de calculs sur l'espace que je ne pouvais pas faire tant que j'avais que des connaissances de type route. Donc on sait que ces connaissances, chez le voyant en tout cas, elles sont très importantes, ces connaissances de type configuration, et il faut les encourager. Quand on regarde une carte, c'est ce qu'on fait, en fait, on acquiert ce type de connaissances aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez les déficients visuels? En fait, les déficients visuels apprennent, ils le font spontanément, mais ils apprennent aussi en formation à mémoriser des points de repère, donc une séquence de points de repère, et des procédures pour lier un point à un point B. Ils apprennent ça après le travail, etc. Ils se le transmettent aussi, et verbalement, ils ont des descriptions verbales itinéraires qui sont très efficaces, qui leur permettent de décrire un itinéraire entre un point A et un point B. Ils me font même des petits dessins dans la main pour se les représenter, etc. Donc ils ont appris depuis longtemps, pendant leur formation, tout ça, à focaliser sur ces itinéraires. Et beaucoup moins sur les configurations de type carte. Ce que je déplore, on verra que c'est très important. Alors il y a quelques déficients visuels, comme Jean qui est là devant moi, qui vient souvent faire des manifs chez nous, qui est un passionné de cartes, et qui pourra peut-être vous en parler un petit peu après. Alors, la première série de projets qu'on a fait justement avec Simon, c'est qu'on s'est dit, si on veut rétablir un petit peu la perception de l'espace qui nous entoure, c'est peut-être pas la peine d'essayer de décrire tout l'espace. Il y en a plein qui le font, il y a plein d'équipes dans le monde qui le font, et on sait que c'est très compliqué de décrire un espace dans sa globalité. Si je devais décrire toute cette scène ici, je mettrais beaucoup de temps. Si je demande à un auteur de reconnaissance qui fait de la segmentation, un algorithme qui fait de la segmentation, qui repère tout ce qu'il y a ici, il va y passer du temps, il va faire plein d'erreurs. Donc ce qu'on s'était dit avec Simon, c'est qu'en fait, il est peut-être juste nécessaire de choper quelques objets d'intérêt dans cette pièce et de restituer uniquement ces objets ou éléments d'intérêt, et pas le reste. Le reste, on juge que ce n'est pas nécessaire, que ça va trop compliquer la tâche, et on va se focaliser sur ce qui est vraiment pertinent. Donc si je veux connaître le nombre de personnes qui sont dans cette pièce, et bien finalement, je vais essayer de repérer les différents visages qui sont dans cette pièce. Là, il y en a beaucoup, donc c'est probablement pas le meilleur exemple. Mais si je veux sortir cette pièce, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où sont les portes. Et si je veux aller au métro, finalement, c'est de savoir quel est l'itinéraire entre ici et le métro, et de savoir quels sont les différents points de passage. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé pendant un moment. On a utilisé un algorithme de reconnaissance que Simon a développé avec une entreprise qu'il a créée aussi, qui s'appelle SkyNet, et qui permet de reconnaître très vite des objets d'intérêt dans la scène. Donc je peux faire par exemple des modèles sur la porte, je peux faire des modèles sur les visages, etc. Et quand je vais me promener avec une caméra, je vais très rapidement reconnaître ces modèles. Et puis je vais pouvoir les indiquer aux déficients visuels. Alors voilà la même chose qu'on a faite en fait. Ici on a créé des modèles d'objets qui sont sur la table autour de l'utilisateur. Et on a généré un son virtuel qui provient de l'objet. Donc imaginons que la tâche consistait à trouver cette souris. Donc j'ai un modèle de souris, j'ai une caméra, et la caméra va repérer cette souris. En plus, comme j'ai deux caméras, non seulement je sais où elle est en X et en Y, mais je sais aussi où elle est en distance, parce que je peux le calculer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais générer un son virtuel, c'est un son qui n'existe pas sur la souris. Donc je vais envoyer deux sons légèrement différents sur chaque oreille. Et la perception du gars qui porte le système, c'est que finalement le son il vient de la souris. Alors ça, c'est les premières expériences qu'on avait faites. Je ne sais pas si j'ai du son. Non? J'ai branché le choc là. Ce serait super s'il y avait du son. Ah, volume plus. Ça c'est minute. C'est pas ça le truc. Ça va peut-être être très fort. Je relance. J'ai l'impression que ça marche. En fait, je ne sais pas s'il y a du son sur celui-là. C'est peut-être ce film-là qui a pas de son, ça. On va attendre la suite avant de tout bidouiller. Parce que je ne sais plus s'il y a du son sur ce film-là. On va attendre le suivant. Après, il y a du son. Ça, j'en suis sûr.
Donc ce que vous voyez en fait, là-haut, en fait, voilà, j'ai un dispositif qu'on a fait au labo, sur lequel il y a les caméras. Et en fait, on a créé un modèle qui permet de reconnaître ce téléphone qui est sur la table. Et chaque fois que vous voyez une tache rouge, ici, ça c'est les deux caméras qu'on voit ici. Quand vous voyez une tache rouge, c'est que les caméras ont repéré le téléphone et qu'on a généré un son 3D sur ce téléphone. Donc là, j'ai un casque, j'entends rien, donc je ne sais pas où est-ce qu'il pose le téléphone. Et vous voyez qu'au moment où le téléphone apparaît dans le champ de vision des caméras, tac, voilà, il y a un son 3D qui est généré. Et je vais pouvoir aller pointer vers le téléphone. Okay. Donc ça, c'est le principe, en fait, qu'on a décliné sur plein de manies. Et notamment qu'on a décliné dans un gros projet donc, qui était subventionné par l'État, où on a utilisé ce principe-là, c'est ce que vous voyez sur cette figure, donc des caméras avec du son virtuel dans les oreilles. Et on l'a couplé avec un GPS. Donc il faut savoir que le GPS, en fait, c'est super pour les déficients visuels, mais c'est pas assez précis. Aujourd'hui, on a fait des mesures, enfin il y a quelques années, quand on a fait ce projet, on a fait des mesures à Toulouse et on avait facilement 60 mètres d'erreur de positionnement avec le GPS dans les rues de Toulouse. Parce qu'il y a des grands bâtiments avec des rues étroites et tout ça, c'est pas très bon pour le GPS. Donc en fait, on s'est dit, on va utiliser un GPS, mais on va aider le GPS à mieux localiser l'utilisateur, c'est-à-dire que quand l'utilisateur se promène, si je repère, je sais pas, un grand magasin, Carrefour, et que je sais où est ce grand magasin, Carrefour, parce que j'ai un plan de Toulouse, en fait, je vais pouvoir dire au GPS, mais non, tu te trompes, moi je suis à cet endroit-là, je ne suis pas où tu crois que je suis. Donc on va améliorer le positionnement du GPS grâce aux caméras. Alors je vous ai mis plein de vidéos partout pour illustrer un peu tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait question, mais c'est pas grave. Bon, on va faire sans son, pas se compliquer la vie. Donc voilà, vous voyez, c'est un prototype de labo, hein, on est d'accord, c'est pas commercialisé. Donc l'utilisateur, en fait, il peut envoyer une commande, il peut dire je vais aller à la bouche de métro la plus proche d'ici. Donc en l'occurrence, la consigne, là, c'était d'aller à la boîte aux lettres qui est là-bas. Donc il y a une reconnaissance vocale, donc il y a plein de capteurs, hein, il y a des capteurs sur sa tête, il y a des capteurs sur sa hanche, on verra après. Et en fait, le système, là, il a calculé un itinéraire entre le point où il se trouve et le point où il doit aller, qui est un itinéraire adapté pour les déficients visuels, c'est-à-dire qu'on va privilégier les points de passage qui sont les plus pertinents pour eux, on va éviter les points dangereux, on va éviter les terrasses de café qui compliquent l'histoire. Donc ça, c'est le GPS qu'on a développé dans le projet avec l'entreprise Navocat. Carrément. Donc le module de vision artificielle qu'on avait embarqué dans ce dispositif, donc voilà, vous voyez le même principe, ici les caméras qui repèrent la boîte aux lettres, et quand la boîte aux lettres est trouvée, en fait, on peut mettre un son virtuel sur la boîte aux lettres et guider l'utilisateur jusqu'à la boîte aux lettres. Voilà un cas d'usage là où en fait on repère des objets qui sont localisés, un panneau géographique, une borne de recyclage de verre, on sait où ils sont dans l'environnement, la mairie de Toulouse nous le dit. Donc après on peut recalculer la position de l'utilisateur, donc le GPS nous donne une position et nous on dit non, non, t'es pas exactement là, t'es là. Voilà. Et du coup on a des précisions de localisation qui sont bien meilleures que celles du GPS tout seul. Et après, comme je vous disais, on peut générer des sons 3D, vous allez voir un petit scénario de guidage en fait. Donc ça c'était pour montrer. Voilà. Là on a positionné un son sur le point de départ du passage piéton. Au moment où l'utilisateur arrive sur ce point de départ, on positionne un son sur le point d'arrivée du passage piéton. Donc en fait il entend des sons devant lui qui lui permettent de se guider. Maintenant on a posé un son sur la zone où se trouve la boîte aux lettres, donc il peut s'y diriger. Et quand il arrive à proximité de la boîte aux lettres, en fait, le système va chercher la boîte aux lettres et positionner un son sur la boîte aux lettres. Alors, en plus de ces sons qui étaient positionnés sur des objets d'intérêt, ou qui permettent de naviguer, on a travaillé aussi sur ce qu'on appelle la description d'espace, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on pouvait par exemple indiquer la position de bâtiments importants, éventuellement qu'est-ce qu'il y avait dedans.
décrire un petit peu l'espace dans lequel on se promène. Et évidemment, c'est compatible avec le fait de retrouver des objets. On a fait plein de cas de figure, on peut retrouver des personnes autour de soi. On a travaillé aussi sur la reconnaissance d'objets. Par exemple, ici, c'était une expérience qu'on a faite avec la reconnaissance des billets. Donc, on apprend au système, on lui apprend à reconnaître les billets de 5, 10, 20, 50 euros. En fait, il suffit que l'utilisateur présente les billets devant les caméras et la caméra lui dit la valeur billets. Donc, on s'est amusé à faire des tâches de classement billets comme ça. Et en fait, j'ai pas regardé récemment là, parce que j'ai pas travaillé là-dessus ces derniers temps. Mais c'était le système le plus rapide qui existe jusqu'à présent pour reconnaître des billets, à part certains utilisateurs qui nous ont fait remarquer, et on ne savait pas, que en fait les euros, ils ont été bien pensés, les billets en euros, parce qu'ils n'ont pas tous la même taille. Et il y a des utilisateurs. Alors certains ont un petit outil, mais quasiment aucun, parce qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir 10 trucs différents dans la poche pour 10 tâches différentes. Mais enfin, il y en avait quand même un, je ne sais pas si toi Jean tu fais ça, qui glissait les billets entre ses deux doigts et qui se servait de ses phalanges pour décider un petit peu quelle était la valeur du billet. On en a vu un seul qui savait faire ça. Mais ça reste valable parce qu'il y a quand même plein de monnaies dans le monde où il y a plein de tailles de billets différentes. C'est l'Europe, ça, c'est super. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire sur des CD, des DVD, etc. Plein de choses. Je finis avec ce projet et puis je passe à ce qui nous intéresse actuellement. Donc on s'intéresse aux cartes interactives en fait. Donc c'est, en fait, si vous voulez, dans la continuité des tâches que les déficients visuels veulent faire, ou doivent faire selon les circonstances, c'est bien de les aider quand ils sont sur site, qu'ils veulent se déplacer, mais c'est très important aussi de les aider avant de partir, c'est-à-dire de leur permettre de comprendre l'espace et donc d'avoir accès à des cartes. Je vais peut-être passer là-dessus, rapidement, pour vous dire qu'on fait aussi des trucs sérieux. Donc ça, c'était une série d'expériences qu'on a faites pour comparer la perception tactile des déficients visuels et des voyants. Et en fait, on a par exemple demandé de reconnaître avec les doigts des formes, donc c'est des formes qui sont imprimées en relief, c'est-à-dire quand on passe les doigts dessus, on arrive à suivre ces formes, et de reconnaître si elles sont identiques ou similaires, et puis on a comparé des voyants, des non-voyants de naissance et des non-voyants tardifs. Et en fait, on s'aperçoit que sur la compréhension de ces formes qui n'ont pas de sens, c'est des formes complètement, on appelle ça non figuratives, tout le monde est équivalent. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Donc les non-voyants n'ont pas de capacité extrasensorielle sur la perception des formes. Par contre, ils ont des stratégies qui permettent de mieux les explorer, de mieux les comprendre. Maintenant, si on travaille sur des formes signifiantes, c'est ce que vous voyez à droite là, donc par exemple ici des formes 2D, c'est des dessins mis à plat en quelque sorte, dans lesquels on enlève tout ce qui est perspective, le plus possible les occlusions, etc. On s'aperçoit en fait que ceux qui ont des bonnes capacités d'imagerie mentale, donc de se représenter les objets mentalement, en fait sont plus rapides que ceux qui n'ont pas ces capacités. Donc c'est ce qui montre qu'en fait il n'y a pas de capacité tactile particulière chez les non-voyants. En fait, ce qui fait qu'ils arrivent mieux ou moins bien à comprendre les dessins tactiles, c'est l'apprentissage qu'ils ont eu sur ces dessins et c'est la complexité de ces dessins. Si dans ces dessins on rajoute des conventions visuelles, si on rajoute des perspectives, si on rajoute des occlusions, alors plus personne ne comprend plus rien. Parce que les perspectives et les occlusions, c'est pas compréhensible avec la main, c'est compréhensible avec les yeux. Par contre, si on a des formes simples, tout le monde est capable de les comprendre, et plus on apprend à les comprendre, mieux on les comprend. Alors, ça nous a... En fait, bon, c'est un discours qui est toujours en débat, on va dire, dans la communauté scientifique, mais en tout cas, on sait qu'on peut travailler sur des représentations tactiles, des images, des cartes, etc., et qu'elles sont perceptibles. Donc nous, on travaille actuellement sur ces cartes, et je vous ai montré ici une carte tirée d'un site comme Google, par exemple. Hein. Donc vous voyez plein de choses, en fait. Vous voyez les limites entre les pays, par exemple, vous voyez les différentes villes. On peut rajouter des petites épingles qui permettent de rajouter des annotations, de partager avec les amis, etc. Donc toutes ces fonctions-là, en fait, elles sont, nous, les voyants, on n'y fait pas attention, on les utilise, voilà. Il y a plein de sens. Par contre, comment on peut faire des choses similaires chez les déficients visuels? L'outil le plus utilisé aujourd'hui, ce sont les cartes en relief, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc ça, c'est une carte qui représente à peu près la même zone, qui a été conçue par des spécialistes, qui sont
sont des adaptateurs en documents. Et vous voyez que, alors déjà cette carte est particulièrement compliquée. On est déjà sur une carte pour quelqu'un qui a un très bon niveau, avec beaucoup de pays, mais vous remarquerez qu'il y a très peu de figurés en fait. Il y a la même texture pour la plupart des pays européens, et puis une autre texture pour quelques autres pays. En fait, les professionnels disent qu'il ne faut pas aller au-delà de 7 figurés sur une carte. Et puis, il y a quelques légendes qui apparaissent aussi là, mais toutes les informations que vous aviez là, sur tous ces pays, les villes qui les constituent, les capitales, etc., les détails sur les codes, tout ça disparaît. Alors, c'est déjà très bien, effectivement, pour commencer à comprendre ces cartes, mais en fait, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de rajouter de l'information, et on a travaillé sur ce qu'on appelle les cartes interactives. Donc, si on remonte quelques années en arrière, il y a quelques universités qui ont commencé à concevoir des cartes interactives. Ici, c'est un modèle interactif. Alors ça, c'est vraiment très bien. En fait, c'est un modèle en 2D et demi. C'est pas vraiment du 3D, c'est pas un objet qu'on peut manipuler. On appelle ça 2D et demi. Mais du campus de l'université. Et vous voyez, on peut cliquer sur les bâtiments. Les bâtiments vont parler, en fait, ils vont se décrire. On peut aussi demander à avoir un itinéraire entre deux bâtiments. On a des menus ici, qui ont été conçus pour les déficients visuels avec des gros boutons. Et ça marche vraiment super bien. C'est très utilisable et c'est très utile. Sauf que c'est très cher. Une table d'orientation comme ça vaut facilement 10 000 €. Et c'est pas facile à modifier. C'est-à-dire que quand on rajoute un bâtiment dans le campus, s'il faut refaire la table, en général en France, l'université le fait. Elle a fait une fois, c'est super. Elle a joué le jeu, ça suffit des conneries. Voilà. Donc il faut réussir à trouver des dispositifs moins chers, ou à baisser les coûts de cela, peu importe. Mais en tout cas, on travaille sur des dispositifs moins chers. Et depuis quelques années, en fait, il y a un modèle qui est de plus en plus utilisé. En fait, c'est une carte en relief. J'aurais dû en amener une, j'ai oublié, je suis désolé. En fait, les cartes en relief, c'est quoi? On utilise une feuille de papier particulière qui contient des capsules d'alcool. Et on imprime en noir dessus, dans une imprimante classique, laser, on imprime en noir. Et quand on chauffe cette feuille, en fait, partout où il y a du noir, les capsules vont exploser et ça va faire gonfler un peu le papier. Donc il y a des reliefs qui apparaissent et qu'on peut sentir avec la main. Donc on peut poser ces cartes en relief sur une surface tactile, une tablette par exemple. Ça veut dire que maintenant on va pouvoir ajouter plein d'informations sur les cartes en relief, on peut mettre plein de niveaux d'informations. Donc voilà un petit film qu'avait préparé Anke Brock, qui a fait sa thèse sur ma direction. Vous voyez là des exemples de cartes tactiles qu'elle avait imprimées. Ces cartes sont posées voilà, sur la tablette, vous l'avez vu, là, elle est juste derrière. Et là, par exemple, ici, on avait mis 4 menus, 4 niveaux d'information qui peuvent correspondre, je ne sais pas, à la mobilité, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, on peut le sous-segmenter en menus, il peut y avoir la démographie, il peut y avoir tout ce qu'on veut, les horaires d'ouverture des différents bâtiments, etc. Donc on peut comme ça rassembler l'information dans les menus et faire en sorte qu'une seule carte tactile, qui au départ avait très peu d'informations, et bien maintenant on va multiplier l'information d'état et d'état de fois. Alors, ça je vous le remontrerai juste après. Ça c'est vraiment intéressant parce que déjà on peut multiplier l'information qu'on met sur ces cartes, mais en plus je vais vous montrer qu'on peut aussi concevoir ce qu'on appelle les interactions non visuelles avancées. On a quand même pris le temps de faire une expérience pour savoir si ces cartes interactives elles sont aussi compréhensibles que les cartes papier tactiles. Donc en fait on compare deux ensembles de cartes qui sont absolument identiques en termes de contenu. Une est interactive, elle est posée sur la tablette, l'autre elle est que en papier avec ses légendes en braille. Donc il y a exactement les mêmes contenus partout, les utilisateurs ont accès à la même information, mais dans un cas ils ont accès sur la carte interactive et dans l'autre cas grâce aux légendes braille qui sont à côté. Donc il faut savoir que les cartes qu'on utilise là sont très simples, volontairement. Donc on leur a demandé d'explorer ces cartes, c'est ce que vous voyez là, on leur a posé plein de questions, et puis à la fin de l'exploration, on leur a posé des questions de type point de repère, est-ce que vous avez mémorisé des points de repère sur cet espace? Des questions de type itinéraire, est-ce que vous savez comment aller du cinéma à la Tour Eiffel sur ces cartes? Si oui, dites-nous le nom des rues pour aller du cinéma à la Tour Eiffel. Et après des questions du type configuration. À vol d'oiseau, est-ce que c'est plus près, est-ce que le cinéma est plus près de la Tour Eiffel ou de la Géode? Je vais vous montrer les résultats juste après. Juste ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que 2 semaines plus tard, et on les avait pas prévenus. Oui, par contre. Excusez-moi, vous pouvez juste
réexpliquer. Par contre, il va falloir parler plus fort, parce que là, j'entends pas. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer brièvement, juste avant, le système des cartes d'actifs? Parce qu'en fait, mon ami est aveugle et j'ai pas réussi très bien à comprendre pour lui expliquer. Donc, les cartes tactiles ou les cartes tactiles interactives? les cartes tactiles interactives, celles avec les différents menus, là, différents items. Ok. En fait, on met une carte tactile classique, papier, thermo-gonflée, on la pose sur une tablette tactile. Et sur la tablette tactile qui est dessous, il y a le même contenu numérique, mais qui peut ajouter plein d'informations. Donc il y a la même carte qui est dessinée, mais avec plein d'informations supplémentaires. Ça veut dire que quand on parcourt cette carte tactile, avec les doigts, on peut double-cliquer sur des zones et avoir accès aux informations qui sont dessus. Donc par exemple, si j'arrive sur le Muséum de Toulouse, je double-clique, il va me dire Muséum de Toulouse, je change de menu, je double-clique, il va me dire les horaires d'ouverture, il va me dire les expositions qui sont en ce moment disponibles au muséum, etc. Et on peut comme ça avoir un nombre d'informations. On peut aussi, par exemple, sélectionner 2 points différents sur cette carte, un point de départ, un point d'arrivée, et demander de faire un calcul itinéraire sur cette carte. Ça devient plus clair? Donc voilà, 2 semaines plus tard, on leur a reposé les mêmes questions, mais on ne les avait pas prévenus. On ne les avait pas prévenus du tout qu'on allait leur reposer les mêmes questions. Donc voilà ce qu'on observe. D'abord, les déficients visuels, ils préfèrent en grande majorité la carte interactive à la carte papier classique. Alors pourquoi certains préfèrent quand même la carte papier? Alors il y en a un petit nombre qui ont des problèmes pour effectuer le double tap. Et ça, on est nombreux à l'avoir remarqué. Ça se corrige très vite, il suffit d'apprendre vite fait avant de commencer comment ça marche en double tap. Mais il y en a beaucoup qui veulent avoir du texte écrit en braille, parce que comme ça ils ont les orthographes, et en plus ils ont les contenus de la carte, c'est-à-dire que rien qu'en parcourant les légendes, ils savent qu'est-ce qu'ils vont trouver comme information dans la carte. Voilà, et puis ils vérifient les orthographes, comme j'ai dit. Après, ceux qui préfèrent la carte interactive, ils préfèrent la carte interactive parce qu'ils sont très habitués à des sorties audio. En fait, les déficients visuels utilisent l'audio quotidiennement aujourd'hui avec leur smartphone, notamment, avec des lecteurs d'écran. Ils disent que c'est plus facile à utiliser, que c'est ludique, que c'est plus facilement adaptable, et puis ils pensent qu'ils sont plus rapides pour apprendre avec la carte interactive qu'avec la carte papier. Et enfin, ils nous font remarquer, on leur a rien soufflé, que c'était plus universel dans le sens où, en fait, même ceux qui ne lisent pas le braille peuvent avoir accès à la carte interactive, ce qui est vrai. Donc alors, est-ce qu'ils sont réellement plus rapides pour apprendre les informations? La réponse est oui. En fait, la différence est, j'avais mis un pourcentage, c'est 20%, c'est ça. 20% plus rapide avec une carte interactive qu'avec une carte papier. Ça représente quand même beaucoup de temps. Et après, qu'est-ce qu'il en est des questions? En fait, effectivement, les déficients visuels retiennent parfaitement bien les points de repère qui sont sur la carte. Là, ils sont à 11, quelque chose en moyenne sur 12. Ils sont très bons. Sur les itinéraires, ils sont très bons aussi. Ils sont à plus de 8. Donc les scores sont ici sur l'échelle de droite. Et sur les configurations, ils sont excellents, puisqu'ils sont à plus de 8 aussi. Avec un pouvoir aussi bon que pour mémoriser les itinéraires. Donc déjà, ça confirme que les déficients visuels, en fait, sont tout à fait capables de comprendre un espace, pas seulement sous forme de procédure, mais un espace sous forme de configuration, et qui peuvent manipuler ces configurations spatiales, c'est-à-dire qu'ils arrivent à... Je pense qu'il n'y en a pas un seul qui sait à mesurer la distance entre 2 points d'intérêt, comme ça, parce qu'il ne savait pas quelle question on allait lui poser. Par contre, il l'a déduit, juste en ayant parcouru cette carte, en ayant forgé une carte mentale qui était à peu près correcte. Il a déduit qu'à vol d'oiseau, c'était plus court entre le cinéma et le théâtre, puis entre le cinéma et le restaurant. Donc ils sont tout à fait capables de faire ces opérations mentales-là, comme les voyants le font. Qu'en est-il 2 semaines plus tard? En fait, ils ont oublié 41% du point de repère sur cette carte, donc presque la moitié. Ils ont oublié 21% des itinéraires, et ils ont oublié que 13% des configurations spatiales. Donc non seulement c'est plus puissant, ça permet de faire des ingérences sur l'espace, mais en plus c'est plus robuste dans le temps. On s'en souvient mieux. Donc le message est très clair, en tout cas à l'issue de cette expérience. Il faut encourager les déficients visuels à lire des cartes et à acquérir des compétences de cartographie cognitive. Voilà. Ça, c'est un message qu'on véhicule le plus souvent possible aux jeunes.
enseignants avec qui on travaille, et évidemment ceux qui sont juste devant nous, sont d'accord avec nous. Alors, on a des stars. Donc là, il y a du son aussi, mais c'est pas grave. En fait, ce dispositif, aujourd'hui, il est utilisé donc, à l'Institut Jeanne d'Arc de Toulouse. Là, c'est une enseignante en géographie qui est exceptionnelle. Elle est juste là, c'est pour ça. Vous pourrez la féliciter après. Qui utilise déjà le dispositif dans ses enseignements. Donc on a développé un éditeur qui est en cours d'amélioration, on va dire, qui va permettre de créer ces cartes de façon relativement facile, avec des fonctions qui permettent de rajouter des zones interactives un peu partout. Ça devrait être en open source, libre d'utilisation pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les parents, les autres enseignants de France, etc. Et puis Laurence donc utilise... ah zut, c'est le film... Ah si, c'est ça. J'ai mis des prénoms fictifs, sans parler des prénoms des enfants. J'ai cru qu'il n'y avait pas le mot d'abréviation. Voilà, donc là, elle utilise le dispositif pour travailler par exemple sur la géographie ici. Donc il y a différents menus. Alors, de mémoire, c'était les spécialités locales, c'était, qu'est-ce que tu as mis, Laurence, population, des choses comme ça. Différents sens qui peuvent être associés, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc par exemple, pour Perpignan, dont le petit vient de cliquer, on avait de la musique de la région, des danses catalanes, on avait de l'occitan, on avait des sardines, du belge. Voilà, et donc on a pu mixer à la fois l'audio que donnait la carte et en même temps le toucher, l'odorat et l'ouïe, puisque j'avais amené en place tous les éléments. On a goûté des sardines, de la crème catalane, des choses comme ça. Donc de la multimodalité pour essayer de leur faire comprendre, se souvenir d'avoir des points de repère sur ces cartes-là. Et c'est vrai que la carte, l'interactivité de la carte est extrêmement ludique et même des élèves avec des troubles de l'attention peuvent passer 1h30 sur la carte sans difficulté. Voilà. Bon, mais c'est bien là si on va commenter comme ça, je sais pas. C'est pas grave. Si on fait avec la technologie disponible. Donc on a utilisé aussi une collègue de Laurence, qui est formatrice en locomotion, a commencé à l'utiliser aussi. Donc le principe est le même, je vais accélérer la vidéo. Là, ce sont les outils qu'elle utilise traditionnellement, qu'ils utilisent traditionnellement ensemble. Donc vous voyez, des petites reconstructions, type maquette des environnements, tout ça. Et donc Anna utilise aussi l'éditeur, elle fait ses cartes, et elle peut travailler donc pareil hein, sur des cartes imprimées en relief avec ses élèves grâce à la carte tactile. Alors aujourd'hui, en fait, on va un petit peu plus loin avec ces dispositifs, puisque comme je vous ai dit, on peut imprimer des objets en 3D, ça coûte pas cher, et en plus c'est des dispositifs qui peuvent discuter avec la carte interactive. Ça veut dire qu'on peut rajouter des petits objets qui symbolisent par exemple un bonhomme qui se promène, une voiture qui se promène, etc. Et puis on peut rajouter des actions, ça veut dire quand le bonhomme va passer sur le pont, là, et ben, ça va générer du son. Si on fait passer un train sur l'autre pont, ça va générer un autre son. Ça, c'est ce qu'ils ont utilisé en locomotion. Et Laurence a utilisé des objets sur une classe découverte dans l'autre. Et donc, chaque objet ici symbolise des lieux ou des activités qui devaient être réalisées pendant la classe. Donc, je ne sais pas si tu as envie de dire deux mots. Vas-y, je t'en prie. C'est plus vivant, ça montre que c'est pas du chiquet. En fait, on est parti une semaine en classe découverte dans l'Aude et j'ai travaillé auparavant pendant un mois sur cette carte qui représente le département et les différentes activités que nous avions demi-journée par demi-journée. Donc on a visité une miellerie, une huilerie avec une huile d'olive, des châteaux cathares, on a fait de la péniche sur le canal du Midi. Et donc il y avait un objet associé. Et l'idée c'est qu'ils essaient de se faire une représentation mentale de la carte pour voir à l'intérieur d'un même département les déplacements qu'on allait faire en utilisant parfois
où on est passé, quel était le paysage. Et ça leur a permis aussi d'en parler avec leurs parents. J'étais surpris qu'ils aient pu avoir accès à autant d'informations, parce que quand ils partent en voiture avec leurs parents, ils n'ont pas autant d'informations. Voilà. Bravo. Vous pourrez la féliciter après encore. Hein. Je vais la remercier chaleureusement. Vous vous associez là à moi. Alors, ces derniers temps, là, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Ces projets ne sont pas terminés, ils sont en cours dans les classes, à l'Institut Jeunes Aveugles. On commence à avoir des demandes pressantes de la part de beaucoup d'autres instituts. Donc, il y a un deuxième institut spécialisé à Toulouse qu'on va bientôt équiper avec ces dispositifs. L'Institut national des jeunes aveugles à Paris en veut. L'Institut de formation des enseignants, l'INSHEA, en veut. Voilà. Donc, on va travailler effectivement sur la dissémination de ces dispositifs. Et puis, on va tenter une expérimentation sur un grand nombre de classes. Ça, c'est un projet qu'on va soumettre tout bientôt. Et si possible, donc, en faire un produit qui sera commercialisé et disponible pour tous. Voilà. Alors, on va aller plus loin parce que, quand même, dans tout ce que je vous ai présenté, là, il y a un moment, il y a un professionnel qui intervient, qui va dessiner une carte tactile, qui va l'imprimer, qui va la créer, qui va créer les contenus, etc. Donc il y a intervention de quelqu'un. Donc d'où mon petit dessin là, l'autonomie, point d'interrogation. Et puis il y a un autre aspect, c'est collaboration. En fait, on s'aperçoit bien que la carte, maintenant c'est un dispositif numérique qui peut être connecté à Internet, donc partager des informations avec tous. Pourquoi ne pas pouvoir annoter des cartes, partager des annotations avec d'autres, etc. Ou enregistrer moi mes propres annotations quand je suis en train de travailler sur ma carte à la maison, et puis après je pars avec mon GPS, et je retrouve mes annotations, je retrouve des descriptions. Donc on est en train de travailler sur ces différents aspects. Alors l'autonomie, deux exemples de fonctions qui améliorent l'autonomie, on va dire. Tout d'abord l'apprentissage d'itinéraire. On s'est amusé à faire ça. Et ensuite, je vous montrerai ce qu'on appelle les interactions tangibles. Donc, l'apprentissage d'itinéraire, en fait, pour apprendre un itinéraire sur une carte, comme je vous ai montré, donc le formateur en locomotion va travailler avec le déficient visuel, va lui prendre le doigt, va faire avancer son doigt. Il n'y a pas de souci. C'est notre fois qu'on a commencé tard. Pas très bien. Il va prendre son doigt, il va lui faire parcourir l'itinéraire, il va dire, tu vois, tu vas tout droit, là tu es sur telle route, ensuite tu prends à droite, tu es sur telle route, tu vas tout droit, tu es sur telle route, etc. Et c'est comme ça qu'il va commencer à comprendre l'itinéraire qu'il doit réaliser. Alors nous, on s'est juste amusé à concevoir des petites interactions, c'est-à-dire sur la carte, pendant que l'utilisateur il parcourt comme ça avec son doigt les routes. Alors on peut lui donner le nom des routes, on peut aussi lui dire, si on a calculé un itinéraire adapté pour lui, on peut lui dire, prochaine intersection, tu vas à droite. Donc avec son doigt, il va aller à droite. On a essayé différentes façons de le faire. On a utilisé par exemple le langage horaire, parce que c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire. Prochaine intersection, à 3 heures. Mais on a aussi utilisé une échelle musicale, et en fait, chaque segment, chaque petit bout de route correspond à une gamme de musique. C'est-à-dire que quand il commence, qu'il est en bas, ça joue le Do, et quand il arrive à la fin, ça joue le Do au-dessus. Et en fait, il va savoir à la fin de la gamme de musique, au prochain segment, il va aller à droite, si la note est à droite, à gauche, si la note est à gauche. Et puis on a aussi conçu un petit bracelet qui vibre. Donc au fur et à mesure qu'il parcourt la carte tout seul, là, comme ça, il met le doigt sur les segments, et bien le bracelet va vibrer une fois pour leur dire prochain segment, prochaine intersection, tu vas à droite, ou 2 fois, tu vas à gauche. 3 fois, tu continues tout droit. Et en fait, on leur a demandé d'apprendre des itinéraires comme ça, sans l'aide de personne, tout seul, avec chacune de ces 4 interactions. Et on leur a laissé 2 essais. On leur a essayé de parcourir 2 fois avant de nous redessiner l'itinéraire. Ils y arrivent très bien. Et après, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils perdent. J'ai enlevé les résultats, excusez-moi, c'est pas grave. Après, ce qu'ils nous disent, que les interactions préférées, ce sont l'échelle musicale et la vibration des poignets. Et il y a probablement des explications à ça, qui aujourd'hui sont dans des hypothèses, mais en fait, ça fait référence à des. Enfin, on utilise dans cet âge des référentiels différents. C'est-à-dire que quand je fais vibrer quelque chose sur mon poignet, tout est localisé en termes de référence. C'est ma main qui parcourt l'itinéraire, et c'est ma main qui reçoit les informations d'aller à droite ou d'aller à gauche. Alors que quand je dis 3 heures à la prochaine intersection, c'est ma main qui parcourt l'itinéraire, et c'est mon corps entier, c'est mon tête qui reçoit les informations d'aller à 3 heures. Donc il faut que je fasse des transformations de coordonnées entre tout ça, que je me projette sur mon doigt,
Ce que je disais à vous projeter comme ça, c'est que je suis orienté comme ça, et il y a 3 heures, d'accord, il faut que j'aille comme ça. Donc c'est probablement ce qui peut expliquer qu'il préfère les choses qui sont localisées sur le poignet. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on va tester aussitôt que possible. Dernier petit projet, en fait, qui est en cours, donc avec une autre entreprise qui s'appelle Machina Corpus, qui fait du logiciel libre. Et puis, c'est l'école de Paris Tech. C'est une école parisienne. En fait, je vous parlais d'autonomie, donc ça c'est le deuxième exemple d'autonomie, mais qui rejoint aussi la collaboration. C'est, on a réfléchi, est-ce qu'on peut donner accès à des cartes directement, sans vraiment aucune intervention humaine. Et l'idée, en fait, c'est que c'est le système qui va lui-même guider l'utilisateur. Donc là, ce que vous voyez, vous entendez quelque chose ou pas? Oui. Je réexpliquerai pour l'édition du projet. Attention, carte rouge. Dans le système Accessible, les utilisateurs peuvent enregistrer et partager des annotations. Annotation collaborative. Ici, par exemple, une annotation a été enregistrée à proximité de ce point d'intérêt. Carte rouge. Votez pour actionner avec la télécommande. L'utilisation d'objets mobiles pilotés par la table permet de rendre la carte dynamique. Par exemple, l'utilisateur peut zoomer sur une partie de la carte et les objets vont se repositionner automatiquement pour correspondre au zoom désiré. Posez un objet. Alors je réexplique, je relance le film et je réexplique. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est le système qui va guider l'utilisateur pour construire lui-même sa carte. Donc les objets, en fait, ils sont repérés par le système. Quand l'objet approche de la table le détecte et elle peut guider l'utilisateur pour dire tu vas le poser en haut à droite. Hein, c'est ce que vous avez vu quand elle dit en haut 25 cm, puis droite, droite, droite. Après, on affine. Hein. Et ces objets, on peut les connecter les uns aux autres. Donc les petites ficelles qui se tirent là, qui se collent à l'objet, c'est ce qu'on voit ici, permettent de matérialiser des lignes numériques. C'est-à-dire, non seulement c'est une ligne physique qui est symbolisée, matérialisée par la ficelle, mais en fait elle correspond ici à une avenue. Donc maintenant, cette information numérique existe, et on va voir après en fait que l'utilisateur il peut cliquer sur la ficelle, il va avoir le nom de la rue qui est dessous. Il peut cliquer aussi sur les objets, il va mettre son doigt juste à côté, et il va avoir la description du carrefour ou du bâtiment que l'objet représente. Voilà. Alors, c'est des plans qui sont nettement moins précis que les cartes que j'ai montrées juste avant, que Laurence utilise, évidemment, mais c'est des plans qu'on peut faire tout seul, et qui permettent de comprendre des configurations spatiales. Ça, c'est nettement plus prospectif en termes d'usage, mais moi je suis persuadé qu'on va trouver des façons de le valoriser très rapidement. Voilà. On a évalué ce dispositif avec 8 utilisateurs qui devaient construire des cartes de plus en plus difficiles. Donc, ils pouvaient représenter par exemple des réseaux de métro ou des graphes mathématiques, etc. Et donc, pareil, on leur demande de construire ces graphes. Et après, on leur pose plein de questions sur ces graphes. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu d'erreurs. D'abord, ils nous disent que c'est très utilisable, ils arrivent très bien à le faire. Et il y a très peu d'erreurs, en fait, sur 288 objets qui ont été placés pour réaliser ces cartes, il n'y a eu que 5 erreurs.
ce qui est très très faible. Et 90% des questions qu'on a posées ont obtenu des réponses correctes. C'est-à-dire on leur demande quel est le nom de la ligne qui va entre l'objet numéro 17 et l'objet numéro 4. Voilà. Mais ils sont capables d'aller chercher et ils répondent correctement. Donc ça marche relativement bien. Alors le zoom que vous avez vu, c'est pour l'instant on triche. On ne l'a pas encore fait, on est en train de faire les petits robots qui marchent tout seuls. Là dans le film, on a triché avec des fils de pêche. C'est bien final. Voilà, on peut aussi construire des graphiques mathématiques avec ce genre de dispositif, c'est ce qu'on a représenté ici à gauche. Donc on a un cadre, le cadre c'est la table de travail qui permet de représenter le plan dans lequel les points vont être déposés. Donc on peut faire travailler sur les valeurs, on peut faire travailler sur les fonctions, on peut demander à l'utilisateur aussi de venir changer ces valeurs, c'est-à-dire quand il bouge les objets, c'est lui qui change les valeurs qui sont dessous. Donc ça rajoute vraiment l'interaction avec le graphique. Voilà, je crois que je m'arrête là, oui, c'est ça. Donc je remercie chaleureusement l'Institut des jeunes aveugles que j'avais présenté au départ et ils sont venus, c'est super sympa. Merci d'être là. Avec qui rien de tout ça n'est possible puisqu'on travaille en permanence avec eux, on fait les évaluations avec eux, chez eux. Voilà, donc il y a Claude qui est ici, qui a participé à ce travail depuis le début, qui est précieuse. Laurence, qui est enseignante, qui a déjà parlé un petit peu, qui travaille énormément avec nous aujourd'hui. À côté, il y a Jean qui a fait, je ne sais pas, peut-être 90% des expériences au labo avec nous. Donc merci à vous et à tous vos collègues, comme à chaque fois. Et puis, voilà, des collaborateurs nationaux, internationaux, et puis des entreprises qui ont participé à tous ces travaux. Et puis, si vous avez des questions, profitez-en. Laurence, Claude, Jean sont là aussi, peuvent répondre sur certains points. Merci beaucoup. C'était tout super clair. Il n'y a pas de questions idiotes. C'est pas une question, c'était juste demander. Merci. La présentation était remarquable et puis le projet allait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions. Dans l'exploration des cartes en relief, je pense que c'est effectivement dommage d'utiliser une double frappe. Pour un voyant, je pense que c'est effectivement correct. Pour un malvoyant, je pense qu'il faudrait dissocier la validation du point de sa localisation. La localisation, elle est suivie en permanence. Le fait de demander une interrogation sur un point particulier, ça devrait être une autre action. On pourrait se commander soit avec l'autre main, soit avec le pied, soit avec, je ne sais pas, un clignement d'œil ou quelque chose, mais pas avec le doigt. Parce que le doigt, en fait, il est localisé par rapport au contexte. Ça paraît difficile de localiser directement sur des images qu'on voyait. Il y avait une action directe sur une position. Oui, alors le premier film, c'est. un peu difficile de faire ça quand on. Le premier film, c'est Anke qui fait des exemples, c'est pas un non-voyant, effectivement. Alors, oui, c'est une bonne remarque. En fait, au départ, comme la plupart des équipes, on n'a pas pensé au double tap, on a pensé au simple tap, comme pour les voyants, parce que chez les voyants, c'est du simple tap, c'est pas du double tap. Ça ne marche pas du tout pour les déficients visuels, le simple tap, parce qu'à chaque fois qu'ils passent sur un plan, en fait, le fait de passer déclenche. C'est pour ça qu'il faut une validation. Voilà. Alors, validation haute, on ne l'a pas testé spécifiquement. Moi, je ne suis pas convaincu. Ça peut être dans certains cas un avantage, mais ça peut être dans d'autres cas un désavantage. En fait, l'action du double tap, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle marche relativement bien. Elle est compliquée pour des utilisateurs qui n'ont pas été confrontés au double tap, mais ça s'apprend vraiment très très vite. C'est vraiment un problème qu'on peut régler en quelques minutes, le double tap. Et en fait, l'action elle-même ne perd pas l'utilisateur, c'est-à-dire on ne l'éloigne pas de sa fonction de compréhension de l'espace et tout ça, avec le double tap, pas du tout. Le fait de déporter ça ailleurs va forcément, de mon point de vue, faire plus de rupture d'exploration. C'est-à-dire les explorations, elles sont toujours bimanuelles, en tout cas chez des utilisateurs qui sont, on va dire, qui ont des bonnes stratégies d'exploration. L'exploration elle-même n'existe plus chez un non-voyant qui sait explorer des cartes. Parce qu'en fait, il y a plein de stratégies qui consistent à mesurer des distances entre les mains. Donc,
Il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Mesurer les distances, donc comparer. Avoir un point de référence et puis une main qui va servir d'exploration, enfin de furet là, comme ça, qui va chercher des informations autour, etc. Donc les deux mains sont toujours engagées dans les explorations et dans la compréhension de la carte. Et le fait de déporter la validation ailleurs va empêcher ces stratégies-là. Donc je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit la Ça meilleure. peut être le doigt d'à côté, hein, c'est des tablettes multitâches, donc on peut très Ouais. bien le faire. Quoi. On a essayé avec les doigts d'à côté, on a même designé des menus. En fait, on peut utiliser 1, 2, 3, 4 doigts pour différents niveaux d'information. Donc c'est utilisable, ça marche bien. C'est une chose qu'on pourrait probablement développer. Ils savent le faire, en tout cas. C'est plusieurs doigts et ça marche. Oui, Jean. Oui, je voudrais, Jean, je ne suis pas tout à fait étonné parce que il y a quelques années sur Paul Sabatier, une entreprise dont je vous dirai le nom, avait fait un plan de Paul Sabatier où on cliquait sur un objet, il fallait valider avec la main gauche sur un web. Et ça compliquait un peu la tâche parce que, comme l'a expliqué Christophe, quand j'explore une carte, j'utilise mes deux mains. Donc moi, je trouve que le but, dès lors qu'on est positionné qu'on ne bouge pas, d'après moi, c'est simple. naturel. Ouais, ça c'est simple. Et s'il faut faire avec les votes, ça complique l'équipe. Donc oui, c'est une suggestion. On n'a pas comparé directement ces différentes possibilités, mais le double tap, finalement, s'impose un peu de lui-même. Mais vraiment, le menu qu'on a appelé piano, là, où on utilise 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, c'est utilisable aussi. Hein, on a fait différents niveaux d'information. Le deuxième doigt pour donner le nom de l'objet qui est sous l'index. Le troisième, par exemple, c'était les horaires d'ouverture, hier, c'était l'exposition en cours. C'est quelque chose qu'on a évalué qui fonctionne aussi. C'est des choses qui pourront être intégrées. En fait, on travaille avec l'entreprise Machina Corpus dans le projet, puisqu'ils font aussi une version de la table maintenant. Et voilà, c'est tout un tas de fonctions qui sont disponibles, qu'on a, nous, explorées. Après, on va voir avec eux ce qu'ils mettent ou pas réellement dans un dispositif commercialisé. Oui. Je vois en fait que chaque fois les cartes, du moins dans le dernier exemple, c'était un écran. Il n'y a pas quelque chose à inventer à ce niveau-là, c'est-à-dire avec un système de pivot qui représenterait un écran. Je ne sais pas. On est en transposition en fait du monde que ça nous voit très bien. Ça va aller pour des gens qui Alors en fait, ça fait bien une trentaine d'années, peut-être un peu plus, qu'il y a des labos qui bossent là-dessus. Nous, on a aussi lancé un projet qui n'a pas été prévu pour l'instant avec le LAS, donc un autre gros labo automatique. Ça s'appelle le Laboratoire automatique et d'architecture des systèmes à Toulouse, qui est compétent pour ce genre de dispositif. Donc, c'est un peu le Graal. Ça s'appelle l'écran déformable. Voilà, en anglais aussi les interfaces organiques. Et en fait, il y a plein a priori de méthodes pour le faire, sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qui marche. Il peut y avoir de la chimie, il peut y avoir de la mécanique, il peut y avoir tout ça associé avec de l'électrique. C'est-à-dire qu'on va envoyer des petites impulsions pour changer les tailles, les pixels, etc. Bon, il n'y a rien qui marche pour l'instant. Alors, il y a 2 systèmes quand même qui aujourd'hui fonctionnent sur ce principe. Le premier s'appelle Hyperbraille, en fait, donc c'est une dalle tactile comme ça, avec. Alors, il y a plusieurs résolutions. Hein. Ils l'ont fait en. Je sais pas, ils ont dû le faire en 20 x 40 peut-être, ils ont dû le faire en 60 x 200 ou comme ça. Et en fait, ce sont des piezo qui lèvent des petites barres, quoi. Ça coûte 50 000 €. Parce que le piezo, c'est hors de prix. Hein. C'est super bien. Hein. Le dispositif permet de transformer les images visuelles en images tactiles. Ils ont travaillé sur des algos de conversion. En plus, on peut rajouter un interacteur, c'est un senseur dessus pour quand on va cliquer sur la partie interactive. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est très intéressant, mais qui est vraiment trop cher. Et le deuxième, en fait, c'est le MIT qui a fait ça. C'est un gros truc avec toute une machine à gaz dessus. Ça doit faire 2 mètres cubes, je pense, tout le système. Avec toute la mécanique dedans. Et du coup, il y a une résolution spatiale qui est relativement mauvaise parce que chaque barre qui est soulevée et baissée, en
fait, c'est pas 1 centimètre, mais presque, c'est un carré d'1 centimètre. Donc ce sont les deux seuls systèmes qui fonctionnent sur ce principe aujourd'hui et aucun ne répond. Mais le piezo, vous avez de lignes de colonnes. Bah, les hyperbrailles, ils sont arrivés à plusieurs centaines, c'est sûr. Donc je ne sais plus, celui à 50 000 € que j'avais fait le devis, je ne me souviens plus exactement, mais c'est plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Mais là, quand on a un écran qui fait, je sais pas, 2000 ou 3000 pixels, on commence à avoir quelque chose de vachement bien. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Au-delà, on va dire, de 600 pixels, on arrive à avoir des représentations qui commencent à être... Parce que par rapport aux développements qui sont vachement intéressants, vous faites notamment avec les repères sur table. J'imagine que ça a un coût aussi. Alors, la table, là, celle-ci est un peu chère, mais sinon, nous, on a fait un proto avec une webcam, une vitre. Les objets, c'est un QR code qui est au cul. Les objets, en fait, ce sont des tuyaux de PVC qu'on a coupés. Donc, en termes de coût, c'est rien. C'est rien du tout. Voilà. Après, la table qui est dans le film, elle est chère. Voilà. Celle qui affiche et qui... Christophe, je suis bien évidemment des progrès dans l'informatique, reconnaissance d'objets, des choses comme ça. Bon, depuis qu'on a commencé avec Sparklet, il y a quand même eu une révolution depuis 2-3 ans en fait, depuis que Jeff Hinton et ses étudiants ont raflé tous les prix avec le réseau de neurones, en gros, et ont été rachetés par Google, et maintenant on parle même des êtres humains dans la reconnaissance des objets. On voulait reconnaître un race de chien, Google peut le faire. J'ai même vu les gens de chez Google qui disaient qu'ils pouvaient mettre ça sur le téléphone portable. C'est quand on va pouvoir donner ça Ça sort les applis là. Il y a plein d'applis. Je t'avais parlé de. Comment il avait appelé ça? Vision Wizard. Donc c'est une appli en fait, tu prends une photo et puis il va repérer tous les éléments dans la photo et il va t'en donner une description verbale. Ça date il y a quoi? C'était en même temps qu'on faisait de la ligue, donc voilà, un peu plus de 5 ans, comme ça. Ce qui a changé maintenant, c'est beaucoup. Oui. Et sur ce principe, maintenant, il y a des applis qui sortent. Je ne sais pas si à l'IJA, il y a des gens qui commencent à l'utiliser, je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, tu prends une photo et tu as une description quasiment instantanée des objets d'intérêt sur la photo. Ça fait une reconnaissance de plein de choses. J'aurais pensé que je n'ai pas entendu des applications encore, parce que c'est franchement très récent, c'est que ces systèmes, en fait, le secret, entre guillemets, c'est qu'on fait un d'apprentissage absolument gigantesque, et on prend 10 000 photos de races de chiens, et chacun est étiqueté, et puis on le donne à l'ordinateur et il se configure. Et une fois que c'est configuré, on peut le faire tourner sur pas grand-chose. Je ne fais pas d'apprentissage en direct, comme nous on l'a fait avec la vie, c'est différent. Mais j'ai vu là, au mois de février, MIT, justement, ils ont développé un puce très performant pour faire tourner ces algorithmes sur le téléphone portable. Et donc moi, les gens dans la salle ici, préparez-vous, parce qu'à mon avis, ça va être possible. Vraiment un système, c'est même pas le téléphone branché sur le web, c'est tout ça, sur le téléphone branché sur le web du tout. Un réseau de neurones à 30 couches de ce qu'ils utilisent, qui peut tourner en local. Et là, la possibilité que ça donne pour les gens qui veulent acheter des gens qui allaient dans un supermarché acheter des applications sont nombreuses. Là, notre collègue américain, en fait, qui a inventé ce dispositif, Vision Wizard, il a accumulé des mois et des mois et des mois de données, en fait, puisqu'il avait distribué des dizaines de téléphones. Et en fait, il sait exactement ce que les gens demandent, à quel moment. Il a commencé à mettre des ordres de priorité, des situations d'urgence, des situations qui ont du temps, etc. Voilà. C'est impressionnant. Le nombre de services que ça peut rendre, c'est
c'est vraiment super. On peut reconnaître, discerner deux boîtes de conserve qui ont la même taille mais qui n'ont pas le même contenu. Moi, je me suis amusé. Ford était au labo, on a pris une photo comme ça, il y avait juste le cul d'un écran. Il nous a donné la marque de l'écran. Je me suis dit, où est-ce qu'il allait la chercher? C'est fou, quoi. Ouais, ça va se disséminer ça. Mais on a déjà eu une appli sur Android. Je ne sais pas si Jean a eu l'occasion d'utiliser. On a une qui commence à circuler. Je ne sais pas si elle est payante ou pas, mais on peut prendre des photos et il commence à donner pas mal d'informations sur ce qu'il y a sur la photo. Alors, c'est pas forcément les mêmes jours dont tu parles, mais le principe. Je pense que c'est un bout. Ouais, le principe est le même. Oui. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques au niveau des interfaces? Est-ce qu'ils donnent des idées? Ah, en fait, nous, on essaie de faire le maximum dans un cadre de conception qu'on appelle participative. C'est-à-dire qu'on on essaie de partir d'un besoin identifié, après on travaille ensemble, on itère, on pose des trucs, on a des ateliers de créativité. En fait, moi, je trouve que c'est très difficile de faire générer des idées très innovantes par exemple, un focus group avec des déficients visuels en disant soyez dingue, dites-moi des trucs, soyez dingue. Je trouve que ça marche pas beaucoup. Ça, on le fait, c'est-à-dire chaque fois dans les projets, en fait, dans ces cas de conception itérative, on a des idées qu'on commence à déployer. Puis après, les fois, on les compare. Là, par exemple, sur les objets, je ne vais pas montrer, mais on a conçu 2 objets. Enfin, au départ, on a l'impression que c'est tout bon, en plus, ça coûte 3 francs 6 sous, mais on a dû passer au moins 6 mois à 10 ou 12. J'ai été obligé de créer un challenge dans l'équipe où ils étaient par 2, les clients, pour chacun concevoir leurs objets avec le système de guidage. Donc, c'est vraiment comme ça que j'arrive à faire créer un peu. Mais voilà, on avait plein d'objets différents, et puis on les a virés les uns après les autres parce que ça ne marche pas, et puis finalement on a testé 2. C'était un avec des ventouses, qui marchent super bien, et des plots que j'ai montrés dans le film, là, qui sont lestés avec 225 grammes de plomb. Par exemple, le doigt, c'est avec eux qu'on l'a identifié. Et après on fait un ensemble de petites manies pour savoir finalement s'il préfère l'un ou s'il préfère l'autre pour quelle tâche. Donc ça c'est vraiment une démarche qu'on essaie d'avoir tout le temps, on conçoit avec eux. On essaie d'avoir des idées innovantes, mais ça je trouve que c'est un peu compliqué. Alors, en ce moment, je fais venir des designers en fait, sur des projets qui ont des méthodes de créativité que l'on ne connaît pas du tout. Parce que c'est vraiment sympa. En plus, ça me change l'esprit. Là, je pars demain dans un workshop de design. Sympa. Et puis voilà, après, on teste avec eux. Par exemple, pour vous donner une idée de ce que ça donne, de travailler avec des designers, sur la table que j'ai montrée à la fin, là, en fait, on est arrivé sur un atelier qu'on a fait ensemble, on était une dizaine, alors, il y avait quelques déficients visuels, il y avait aussi beaucoup de doctorants informatiques. Donc les idées qui sont dans ça, c'était de créer une table kangourou qui va avoir une petite poche dans laquelle on va ranger les objets et qui en plus va être plutôt douce et plutôt gentille et qui va s'adresser aux enfants d'une certaine façon. Il y en a une autre, c'était une table, je ne sais plus ce qui est sorti, enfin voilà, on part sur des idées qui sont complètement à des lieux de ce que nous on fait tous les jours. Et ça nous aide à être un peu plus créatif. D'autres questions? Merci encore. Merci à tous.